Bonsoir. Bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux à Reims, en bravant le brouillard et la nuit. Et je ne suis pas certain d'apporter une lumière suffisante pour percer les ténèbres environnantes, mais je vais essayer de vous faire part d'un témoignage plus que du reste, parce que la question qui vous a, dans le fond, incité à venir ce soir, franc-maçon, mais pourquoi, c'est une question que tout le monde ne se pose pas, et c'est une question qui appelle pratiquement autant de réponses qu'il y a de francs-maçons. Voilà. Alors forcément, les angles, les éclairages que je vais vous donner, ce ne sera pas nécessairement une réponse, eh bien, ils sont particuliers. Ils sont particuliers parce que ce sont ceux que nous avons à la Grande Loge nationale française, et ce ne sont pas les mêmes angles que vous trouverez dans d'autres obédiences. Et d'ailleurs, c'est un angle si particulier qui s'éloigne beaucoup des idées reçues qu'un certain nombre d'entre vous peuvent avoir au sujet de la franc-maçonnerie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous que la franc-maçonnerie? Ben, vraisemblablement, c'est ce que vous en entendez dans la presse. Alors, la presse qui n'est pas toujours très tendre à notre endroit. Alors, ça se promène entre une secte, une société satanique ou un groupe d'intrigants qui se réunissent autour de simagrées bien particulières. Et voilà, alors on entend aussi, oui, ce sont des pratiques bizarres, mais qui sont en voie d'extinction. Voilà. Alors, je vais essayer de vous proposer quelque chose de différent, vous vous en doutez. Alors, ces choses différentes, je dirais que la question, elle se décompose en deux déjà. C'est-à-dire, c'est une question qu'on se pose avant, sous forme de, dans le fond, pourquoi je pourrais m'intéresser à la franc-maçonnerie, et pourquoi je pourrais imaginer peut-être de la rejoindre. Et puis, il y a une deuxième question qui se pose tout de suite après, une fois qu'on est rentré, si on rentre, c'est pourquoi on y reste, et pourquoi on y passe autant de temps. Alors ça, c'est une question que se posent surtout nos épouses. C'est la raison pour laquelle j'ai dédié mon livre, je l'ai appelé « La franc-maçonnerie disséquée pour les épouses et pour les amis ». Voilà. Alors, pourquoi y rentrer? Pourquoi y rentrer? Alors, certains sont toujours intéressés par le mystère, le secret, qu'est-ce qu'il y a là derrière. C'était mon cas. Moi, je suis rentré, si vous voulez, pour une raison bien particulière, c'est que je faisais un métier où je m'intéressais beaucoup aux symboles, professionnellement. J'étais dans des univers de communication et le symbole joue un rôle important dans les actes de communication. D'ailleurs, symbole, ça veut dire réunion. Le symbole, c'est un mot qui est hérité d'une pratique très ancienne, antique. Ça vient du mot cymbolon, et le cymbolon, c'était une petite pièce, une tessère, une pièce de grès qu'on avait coutume de briser pour sceller un contrat. C'est-à-dire que on prenait cette pièce de grès, on la cassait, et ensuite les deux tenants de chacun des morceaux de grès, des deux parties, pouvaient se reconnaître des années après, ou bien des gens qui en avaient hérité pouvaient reconnaître l'autre partie contractante en voyant si la cassure se rejoignait. Voilà, si ça matchait. Et depuis, donc, symbole, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait une espèce de contrat de sens, de contrat de langage. C'est-à-dire que finalement, à travers un symbole, deux
personnes différentes peuvent, ou de nombreuses personnes différentes peuvent retrouver le même sens. Hein, le même sens, c'est-à-dire le même... En fait, c'est une espèce de contrat de lecture, de contrat de langage. Alors moi je m'intéressais à cette idée, à cette notion de symbole, et je voyais toujours dans les lectures que je faisais à propos des symboles, je disais des sémiologues, des sémanticiens, des linguistes, etc. Et j'entendais parler de la symbolique maçonnique. Alors je suis rentré, justement, pour une mauvaise raison. Parce que j'y suis rentré par curiosité, pour mieux comprendre. Voilà. Alors j'y suis resté pour de meilleures raisons. Alors donc il y a cet appel, mais je vous en parlerai. Mais la première chose, c'est un peu c'est le mystère, ou ça peut être aussi le hasard d'une curiosité ou d'une autre. Il y en a d'autres personnes qui sont intéressées parce qu'elles se disent « Ah oui, c'est un univers d'entraide ». Alors on vit dans un monde où on est quand même un peu seul, parfois, pour faire face à l'adversité, parfois, aux difficultés, et on se dit « Ah bon, ben ça pourrait être un bon réseau, hein, pour être moins seul ». Et c'est vrai que on est connecté, mais d'une façon différente d'il y a une cinquantaine d'années. Bon, la famille, c'est quelque chose qui n'est plus la même chose que ce que nous avons connu il y a 50 ans. Ça reste fort, mais très vite, moi, je me souviens, mes parents rencontraient leurs frères et sœurs dans un rayon de 10 ou 15 kilomètres. Moi, quand je devais rencontrer mes sœurs, c'était déjà des rayons de quelques centaines de kilomètres, et mes enfants, eux, c'est quelques milliers de kilomètres. Donc la famille reste sans doute un lien affectif fort, mais moins, c'est dispersé géographiquement. Donc on peut être tenté de trouver dans la franc-maçonnerie des moyens, des angles de réunion, des angles de proximité, des angles de solidarité. Alors, est-ce que ce sont les bonnes raisons? Je vais essayer de vous en parler un peu plus tard. En attendant, pourquoi on y reste, franc-maçon? Alors, est-ce que tout le monde reste? Vous savez, au nombre des idées reçues aussi, ou des idées qu'on peut se faire de l'extérieur, il y a l'idée de la secte. L'idée de la secte. C'est-à-dire que, bon, ouais, c'est une secte. Et je vais essayer d'y répondre tout de suite, en vous disant, voilà, une secte, c'est très facile d'y rentrer, généralement. Par contre, c'est parfois très difficile d'en sortir. Et la franc-maçonnerie, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que, je ne dirais pas que c'est extraordinairement difficile d'y rentrer, mais c'est pas facile, il faut montrer patte blanche, il faut quand même connaître des personnes qui vous ont invité à s'y intéresser, il faut... Donc c'est pas si facile d'y rentrer, par contre c'est très facile d'en sortir. Il suffit d'envoyer une lettre de démission, puis voilà. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font? Ben, il y en a. Il y en a parce qu'il y en a qui se trompent justement de motivation, qui rentrent pas forcément pour de bonnes raisons, et comme l'expérience est une expérience assez engageante, assez marquante, eh bien, ils peuvent être désarçonnés un peu, désorientés. Donc il faut rentrer, si possible, pour de bonnes raisons. Alors pourquoi on y reste? Généralement, pour tous les francs-maçons qui restent maçons, qui franchissent le cap des 10, 15, 20 ans, 30 ans de maçonnerie, qui deviennent... Au début, c'était de jeunes gens fringants, et puis après, ils deviennent comme moi, quoi. Donc, on y reste. Moi, je me fais beaucoup penser aux vieux que j'ai rencontrés lorsque je suis rentré en maçonnerie. Et d'ailleurs, c'est à cause d'eux que je suis resté, voyez-vous. J'ai été très surpris par la cérémonie de réception, on appelle ça l'initiation, très surpris. Et j'ai rien compris à ce qui arrivait. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, je me suis trompé, je suis chez les fous, mais c'est pas grave. Et en fait, immédiatement après la cérémonie, il y a quelque chose qui m'a extrêmement surpris et intrigué. C'est la qualité
du regard, justement, que j'ai lu dans les yeux des vieux francs-maçons. Et j'ai trouvé que c'était très interpellant. J'avais pas vu ça. Hein. Une assemblée d'hommes qui se regardaient avec une forme de, je veux dire, oui, de bienveillance, et puis quelque chose de vraiment profondément partagé. Et ça a été, pour moi, une source de curiosité, puis une source de sens. Une source de sens, parce que nous vivons dans un monde où le sens est, je ne dis pas qu'il est confisqué, je dis qu'il est démultiplié en tellement d'éclats dans la vie que nous vivons tous les jours, qu'on a du mal à se mettre d'accord sur le sens de ce qu'on vit. Dans les univers professionnels, dans le climat sociétal ambiant. Et c'est justement, je pense, pour la maçonnerie, une raison d'être très forte. C'est de contribuer, non pas, je ne dis pas que les gens qui ne sont pas francs-maçons ne trouvent pas de sens à leur vie, ce serait ridicule de dire ça. Mais ça peut enrichir et puis les aider à renforcer l'idée qu'ils se font de leur existence, de leur naissance, de leur trajectoire de vie, de leur mort. Et c'est sur ces éléments-là, je pense que la franc-maçonnerie trouve aujourd'hui une grosse raison d'exister. J'ai presque envie de vous dire que, pour résumer, c'est un peu comme une échappée de l'esprit dans un lieu de bienveillance. Une échappée de l'esprit dans un lieu de bienveillance. C'est ce que j'aurais envie de vous dire et de partager avec vous ce soir, très spontanément. Hein. Pourquoi ? Alors pourquoi imaginer une échappée de l'esprit? Quel genre d'esprit? Et dans quelle optique? Alors j'aurais une phrase, une deuxième phrase. Échapper de l'esprit dans un monde de bienveillance. Et la deuxième phrase, ce serait de vous proposer, de vous dire, voilà, l'idée de la Grande Loge nationale française et de la franc-maçonnerie régulière, ou dite régulière. On l'a dit régulière parce qu'elle respecte des règles. Au début, ce sont d'ailleurs des règles, on peut les trouver arbitraires, ou on peut se demander mais pourquoi respecter des règles alors que justement tout ce qui est règle aujourd'hui semble un peu tomber. Eh bien, je dirais que les règles sont nécessaires, d'après nous, pour nous aider à accomplir un objectif qui n'est pas forcément de faire tout de suite une société meilleure. Voilà. Alors déjà, il faudrait se mettre d'accord sur ce que c'est que meilleur, mais en tout cas, dès qu'on parle de faire une société meilleure, ben, chacun est tenté de voir le meilleur à sa façon. Hein. Et nous serons plus modestes, peut-être, et plus exigeants aussi. C'est-à-dire qu'avant de s'occuper de faire une société meilleure, nous pensons qu'il faut essayer de faire de chaque personne qui nous rejoint un homme meilleur. Voilà. Alors, oui, c'est très différent. C'est pas, je veux faire tout de suite une société meilleure, militer pour certaines positions ou certaines autres positions. Hein, on va essayer plutôt de travailler dans le sens de faire d'un homme bon un homme meilleur. Parce qu'on pense que, effectivement, les hommes sont bons individuellement. Alors, ça peut avoir un sens. Faire d'un homme bon un homme meilleur, c'est
c'est dire en même temps que cet homme bon, il est bon pour certaines choses. Et d'ailleurs, là, on rejoint, comment dire, ce que tout le monde pense aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tout le monde se définit par quoi? On se définit par quoi? Ben, sa profession, etc. Mais on se définit surtout par ses valeurs, son système de valeurs. Alors, au point que aujourd'hui, les valeurs, c'est presque une carte de visite. Hein, c'est-à-dire que en disant ces valeurs, on dit qui on est. Voilà. Et ça peut être une tentation pour certaines obédiences maçonniques j'allais dire, de faire un peu du marketing des valeurs. C'est normal. Quand, vous savez, on fait, avant d'accueillir de nouveaux membres parmi nous, on les soumet pas à la question, hein, mais on engage des conversations avec eux. On appelle ça ensuite des enquêtes, c'est-à-dire que bon, la plupart du temps, donc les personnes qui nous rejoignent, elles nous rejoignent parce qu'elles ont un contact, quelqu'un qui les intéresse, qui devient leur parrain. Et puis ensuite, on les enquête. Et ce sont des personnes qu'elles ne connaissent pas, qui sont des frères donc, de notre obédience, qu'elles rencontrent, et on voit, et en même temps on leur demande une lettre. C'est pas très compliqué, mais on leur demande comme une lettre, dire pourquoi, qu'est-ce qui les intéresse. Et très souvent, on a l'impression que les personnes qui veulent nous rejoindre, elles viennent nous rejoindre et dire, ah oui, parce que moi j'aime bien vos valeurs. Ah oui, la tolérance, la fraternité, la sagesse et tout ça. Et en fait, c'est vrai que c'est tentant. C'est vrai que c'est tentant. En même temps, je vais surprendre même certains des francs-maçons qui sont là, avec vous, en train de m'écouter. Je vais leur dire, voilà, les valeurs, lorsqu'on rentre en franc-maçonnerie, c'est la deuxième chose, pas la première. C'est la deuxième chose qu'on leur demande de déposer précieusement avant de rentrer en loge. On leur demande de poser ce qu'on appelle en maçonnerie les métaux. On leur demande de déposer les métaux à la porte du temple avant de rentrer dans l'espace des frères réunis en tenue maçonnique. Ça veut dire qu'on leur demande de déposer leurs valeurs. Parce que les valeurs deviennent des opinions, on leur demande de les poser. Et on leur demande de déposer également quelque chose qui est très important dans notre vie quotidienne, parce que ça fait tellement longtemps qu'on vous encourage, qu'on nous encourage à être comme ça. Hein. Aujourd'hui, la culpabilité n'a plus droit de citer. C'est la chose qui a été détruite depuis des décennies. Il ne faut surtout pas que les enfants se sentent coupables. Il ne faut surtout pas que l'éducation culpabilise. Donc, effectivement, on a une humanité occidentale de plus en plus contente d'elle-même. Et la première chose, avant les valeurs, la première chose qu'on vous demande de déposer en rentrant en maçonnerie, c'est ce contentement de soi. On dit, vous êtes formidable, on vous aime, mais voilà, il faudrait que vous acceptiez de mettre votre ego un peu de côté. Parce que tant que vous serez amoureux de vous-même, et de toutes vos jolies petites valeurs, et de toute la belle idée que vous vous faites de vous, eh bien vous ne pourrez pas, à ce moment-là, vous trouver réellement. Vous serez toujours en train de cultiver le même sillon, qui est celui que vous cultivez depuis X années. Et là, si vous venez avec nous, eh bien, c'est justement pour en changer. Pour complètement accepter, d'une certaine manière, accepter de mourir. Accepter de mourir à la personne que vous croyez être pour
pour espérer renaître à la personne que vous êtes vraiment. Voilà. C'est ce que j'essaye de vous expliquer ça. J'ai essayé d'expliquer dans le livre que j'ai osé écrire. J'ai essayé d'expliquer, dans le fond, de deux manières. J'ai pris deux angles. J'ai pris un angle qui est l'angle historique. Parce qu'en fait, si vous dites, dans pourquoi la franc-maçonnerie, ou pourquoi franc-maçon, mais pourquoi, on pose la question on pose la question du sens. Quel sens ça peut avoir d'être franc-maçon aujourd'hui? Parfois je me pose la question, le matin je me réveille, je me dis, de franc-maçon, il faut bien que tu t'y fasses. Et en fait, j'essaie d'y répondre de manière en disant, qu'est-ce qui a du sens, en fait? Qu'est-ce qui a du sens? Et il y a deux façons de voir le sens. Le sens, il y a l'histoire, des causes. Hein. Ça a du sens parce que je peux l'expliquer, parce qu'il y a des causes. Ou alors, il y a une deuxième façon de voir le sens, ça a du sens parce que ça sert à quoi? Et surtout, c'est en vue de quoi? Donc c'est parce que l'explication ou en vue de quoi? Alors le parce que, ça me ramène à des considérations un peu historiques sur la franc-maçonnerie. Alors je ne vais pas vous en parler beaucoup. Moi, personnellement, évidemment, ça me passionne. Parce que c'est extraordinaire que cette association dure depuis aussi longtemps et puis est traversée des vicissitudes. Alors des vicissitudes historiques, d'ailleurs ça a commencé dans la vicissitude. La franc-maçonnerie, elle est née donc au début du XVIIIe siècle. Ça a été... Enfin, j'ai une lecture un peu rigolote sur le sujet. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est le résultat d'une OPA. D'une OPA qui a été faite par la nouvelle monarchie anglaise, donc les Hanovriens, la monarchie hanovrienne, donc à l'issue d'une guerre civile, une guerre de religion, une guerre féroce qui s'était déroulée dans les îles britanniques pendant tout le XVIIe siècle et le début du XVIIIe. Et la maçonnerie, à la suite de cette OPA qui a été faite donc par à la fois la monarchie, un certain nombre d'aristocrates, et puis aussi des gens de la Royal Society. Imaginez que l'Académie des sciences et des belles lettres réunies favorise l'éclosion d'un mouvement qui se soucherait sur des vieilles organisations de métiers. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est important de le rappeler parce que la maçonnerie, avec beaucoup de, je dirais, peut-être les chocs de l'histoire, a réussi à se maintenir comme, j'allais dire, un grand agent de réunification entre les hommes. C'est-à-dire qu'on peut penser quand même qu'elle a été un des artisans de la réunification anglaise, du Royaume-Uni. Voilà. Donc ça c'est pour dire de pourquoi la maçonnerie, mais je veux dire de pourquoi par l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, ça a été fécondé par ce qu'on appelait les Lumières. Alors, les Lumières anglaises, en France, ça s'est développé beaucoup ici autour de ce qu'on appelle les Lumières françaises, vous le savez. Et puis, il y a en vue de quoi? Alors, en vue de quoi je vous l'ai déjà dit, mais je dirais que ça reste très actuel. On pourrait dire, ça a concerné les Anglais au début du XVIIIe, mais pourquoi on continue à en faire tout un plat, pourquoi certains continuent à s'y intéresser. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la maçonnerie aujourd'hui, c'est le mariage des symboles et des pixels.
Voilà, c'est-à-dire que les symboles, c'est des choses qui sont prétendument universelles. Alors, il y a des nuances. Hein. On dit que les symboles sont universels. C'est pas toujours vrai. Hein. Par exemple, bon, les couleurs ont une valeur symbolique. Bon, elles n'ont pas la même valeur dans certaines régions du monde, dans d'autres régions du monde. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. Mais les symboles se transmettent. Hein. Donc, et c'est quelque chose qui est de l'ordre de, chez nous, en maçonnerie, de la tradition. Et on est confronté à des révolutions technologiques dans la communication aujourd'hui. Alors, la franc-maçonnerie a résisté à des révolutions du transport, de l'aviation, mais elle a résisté aussi à des révolutions qui sont aujourd'hui, bon ben, l'écrit, elle est née après l'invention de l'imprimerie. D'accord. Mais, vous voyez, dans les vieilles loges, les loges antiques, avant même le XVIIIe siècle, eh bien, les frères avaient coutume de noter scrupuleusement tous leurs échanges. Et c'était manuscrit. Ensuite est arrivé l'imprimerie. Donc déjà, ils ont fait ça en tapant à la machine. Ensuite, au début, la transmission maçonnique était purement orale. Et d'ailleurs, c'est toujours présent dans nos rituels, cette transmission orale, qui fait d'ailleurs que on écoute les anciens, on les respecte. Hein, pourquoi moi je suis en franc-maçonnerie maintenant? C'est parce que c'est le seul endroit où on me respecte encore, vous comprenez, parce qu'à mon âge, je ne peux plus rien dire. Donc, alors, vous ne pleurez pas, là, moi je voudrais bien que vous pleuriez un petit peu avec moi. Mais, bon, donc c'est vrai que cette transmission orale, elle a été complètement défoncée par les livres, et puis par la pratique qui s'est généralisée dans les loges de faire des planches. Alors vous imaginez les planches jusqu'à il y a une dizaine d'années, ou il y a 15 ans, il fallait compulser des livres. On demandait bien aux anciens comment, tel symbole, etc. Mais bon, on essayait de comprendre comment tailler. Vous savez, on a un symbole, c'est la pierre brute. On essayait comment tailler notre pierre brute pour la rendre belle. Voilà. Alors on peut demander aux personnes qui sont les plus âgées, les plus expérimentées dans la loge. Mais très vite, quand même, on a commencé à lire. Et avec Wikipédia, vous imaginez. Donc alors, les anciens se sont gendarmés. Non, il faut absolument, empêcher les nouveaux maçons d'aller sur Wikipédia. Bon, ben c'est peut-être perdu. Hein. Tout le monde va sur Wikipédia. Et le mode de transmission, il a été considérablement changé avec ça. C'est-à-dire, au lieu d'être un mode de transmission dans lequel je vais t'apprendre mon petit, tiens, donne-moi ton stylo, je vais te montrer comment on fait un trait, ça a été l'inverse. Et on est revenu à quelque chose qui, dans le fond, existait avant l'enseignement d'éducation nationale, c'est-à-dire à l'époque des précepteurs. Les précepteurs, dans les belles familles, ou les bonnes familles, où les enfants avaient suffisamment, où les parents avaient suffisamment d'argent pour apporter l'éducation à leurs enfants, les précepteurs, ils donnaient des lectures, la plupart du temps des lectures de l'Antiquité, etc., à leurs élèves, et ensuite ils les écoutaient. Bon, on est revenu à ce mode de transmission, dans lequel on demande aux personnes qui nous rejoignent de travailler, et d'aller se documenter partout où ils peuvent, avec Internet, voilà. Et ensuite de venir en parler ensemble, en fraternité, avec les formations plus expérimentées. Voilà. Donc j'ai essayé de vous donner quelques angles. Je vais continuer
en vous parlant des matériaux qu'on utilise à travers les symboles, à travers nos réunions, les planches, nos échanges. Alors, je voudrais vous dire une chose, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. L'idée qu'on se fait de la maçonnerie, aujourd'hui, elle est véhiculée par les médias, mais surtout par, c'est le fait d'une obédience, qui est l'obédience historique en France, qui s'appelle le Grand Orient de France. Et le Grand Orient de France a pris comme option de s'exprimer dans les médias. Beaucoup. Alors, vous avez vu, j'ai une grande habitude du micro, mais enfin bon, mais moins que les frères du Grand Orient, puisque eux, ils s'expriment largement dans les médias, et surtout sur un thème, parce qu'ils se sont trouvés, comme eux, ils sont plus sur, on va améliorer la société, donc ils ont pris des positions, et donc ils se sont trouvés dans une espèce de bataille, qui est la bataille médiatique contemporaine, où il faut émerger. Dans la bataille médiatique d'aujourd'hui, il faut toujours répéter une ou deux choses pour la bataille des idées. Et il ne faut pas se disperser. Donc ils se sont concentrés sur quelques idées, en particulier historiquement sur une idée qui est l'idée de laïcité, avec un angle très particulier. Avec un angle particulier. Alors, cet angle particulier, en fait, il est beaucoup plus complexe et ouvert quand on les connaît un peu, que ce que, finalement, l'image qui s'est construite à partir des messages qu'ils ont développés pendant des années. Et l'idée que vous faites, c'est, bon, ben voilà, les francs-maçons, c'est la laïcité, et avec une vision un peu particulière. Je ne veux pas dire que, c'est pas vrai de dire que les francs-maçons du Grand Orient sont tous athées, et sont tous, j'allais dire, athéistes, c'est-à-dire anti-croyance, mais je dois dire quand même que leur vision de la laïcité a été, pour beaucoup, une vision dans laquelle on va quand même aplatir un peu les religions. Moi, j'ai vécu ces expériences quand j'étais enfant, et j'ai vécu parce que mes parents étaient instituteurs, laïcs, mais ils allaient à la messe, et un jour, on leur a demandé quand même de ne plus aller à la messe, parce que compte tenu de leur position, c'était quand même pas formidable. Alors, ça, ce sont des choses qui sont de l'ordre de, je vais dire, un versant de la laïcité qui a été une forme de, je dirais, de combat contre l'emprise de la religion sur la société. Bon, ensuite, je vais vous parler d'une autre vision de la laïcité qui m'a été proposée récemment par un conférencier musulman. Conférencier musulman. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, la laïcité se trouve quand même dans des difficultés avec l'islam. Et la proposition de ce conférencier musulman a été de dire, vous savez, les musulmans, alors lui, il n'était pas dans les extrémistes, intégristes, etc. Vous savez, les musulmans, ils ont leurs convictions, ils ont leur façon de voir, etc. Mais vous voyez, ils ne connaissent pas la vôtre et vous ne connaissez pas la leur. Et peut-être plutôt que d'avoir une laïcité qui soit une laïcité de contrainte, dans laquelle on vous dit non, la religion, s'il te plaît, tu la pratiques chez toi ou dans des lieux réservés à cet effet, on ne veut pas la voir. Eh bien, ce conférencier musulman a dit, mais non, mais il serait beaucoup mieux, au nom de la laïcité, d'essayer de comprendre les différentes convictions. C'est-à-dire essayer de faire que un petit catholique ou un petit protestant ou un petit juif ou un petit musulman comprennent, dans le fond, la nature de la religion que son copain pratique. Bon, c'est ça pour vous dire que, en fait, nous ne sommes pas, nous, tout à fait dans l'axe de la laïcité classique, j'allais dire républicaine. On la respecte,
respecte. Nous sommes nous-mêmes une organisation laïque. D'accord? On la respecte. Mais on n'est pas nécessairement dans une posture d'être des adversaires de la religion. Et je dirais que à la Grande Loge nationale française, on a coutume, dans le fond, on se trouve un peu dans un creuset qui va réunir à la fois, j'allais dire, des considérations d'ordre scientifique. Attention, je ne veux pas vous parler de la science telle qu'elle est aujourd'hui vécue de façon plus ou moins subliminale ou inconsciente par la plupart des gens. La science aujourd'hui, vous savez, c'est la source de toute vérité, quoi. Hein. Et nous n'en sommes pas là. Nous pensons que ça, c'est une posture qui serait plutôt scientiste. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu une idole. Nous pensons que toutes les vérités ne viennent pas nécessairement de la science. Et d'ailleurs, bon, moi, il se trouve que j'ai un cousin germain, il n'est pas normal. C'est un très grand scientifique. Il a été professeur d'université, l'auteur de plusieurs théories sur la théorie des plasmas, c'est un physicien de physique quantique. Et il me dit, mais tu sais, alors il est franc-maçon, il s'est trompé, ce qui prouve que même les plus grands scientifiques se trompent. Il est à la Grande Loge de France. Et on les rencontre très souvent, et on les aime beaucoup d'ailleurs, les maçons de la Grande Loge de France. Mais, donc il dit, tu sais, il y a autant d'athées et autant de croyants chez les scientifiques les plus capés, hein, qu'à la sortie du métro. Voilà. Alors par contre, les braves gens ont tendance à penser que, aujourd'hui, vous savez, être croyant, c'est un peu attardé mental, quoi. Bon, eh bien, la Grande Loge nationale française préfère donc recueillir ou accueillir des personnes qui sont croyantes. Alors croyantes en quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils croient en Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est pour vous dire à quel point on peut se tromper dans sa croyance aussi. Aujourd'hui, on a tendance à dire, non, mais je ne crois pas en Dieu parce que je ne crois pas au Père Noël. Il faut se souvenir quand même que c'est pas l'invention du Père Noël, c'est une invention américaine récente. L'Église était vent debout, les deux pieds sur le frein pour accueillir le Père Noël. Parce que c'est une prévarication de la foi. C'est simplement une prévarication marchande de la foi. Alors aujourd'hui, on croit faire de la déchristianisation. Quand on appelle, en Angleterre, moi je reçois là pour l'instant des photos de ma petite fille qui est émerveillée devant les fêtes à Londres, qui sont les fêtes Xmas. Xmas. On ne peut pas dire Christmas, non, c'est Xmas. Donc, tout ça pour vous dire que, effectivement, on se préoccupe de considérations scientifiques d'assez haut niveau parfois, ou de niveau beaucoup plus simple, mais ce sont des sujets qu'on traite. On traite aussi des sujets de philosophie. Alors certains rentrent en franc-maçonnerie et ils croient qu'ils rentrent dans l'université du 3e âge. Ils se disent, voilà, c'est formidable, je vais faire mes humanités sur le tard. Je vais vous dire, ils ont raison et ça marche, et ils sont contents. C'est au moins aussi bien que de jouer au bridge ou de faire des mots croisés pour ne pas être frappé par une sénescence trop précoce. Donc la philosophie, la science et la foi. La foi en Dieu, grand architecte de l'univers. Pas peur de dire foi en Dieu, grand architecte de l'univers. Il y a encore quelques années, il n'osait pas écrire Dieu. Il écrivait D.I.E.U. parce que il ne faut pas dire Dieu. Parce que Dieu, ça pourrait nous donner une idée trop particulière
de bon, alors c'est vrai, on essaye de ne pas donner à cette idée de Dieu une forme trop particulière. Alors, certains vont dire anthropomorphique. C'est l'histoire de Voltaire. Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Ben, on essaye de sortir de ce truc-là. On essaye de parler plutôt de principe ou de transcendance. Mais vous savez, on n'est que ce qu'on est. On n'est que des humains. Et bien moi, quand quelqu'un parle du bon Dieu, ben je n'en veux pas. Si c'est sa façon de voir, je ne vais pas essayer de lui dire d'aller plus loin. Je vais l'accueillir comme il est. Puis simplement, à travers les échanges, ben, il va construire son propre chemin. Voilà. L'autre jour, par hasard, en fait, j'étais dans une transaction immobilière et il y avait un jeune notaire qui me montre le panneau dans l'office notarial. Il me dit vous avez vu, c'est plein de symboles. Hein. Alors, je lui dis vous êtes allé sur Google, vous avez vu mon nom et vous me parlez de symboles parce que vous savez que je suis franc-maçon. Il dit non, moi je suis franc-maçon. Aussi, mais pas dans la même dire ce que vous. Et il me dit voilà, mais j'étais un peu embarrassé parce que là je suis compagnon et puis je discutais avec le premier surveillant, pardon, et il nous posait la question c'est quoi pour vous le grand architecte de l'univers? Et je lui dis moi c'est Dieu. Et alors il m'a dit, c'est bien mon frère, mais il faudrait aller plus loin. Alors, je lui ai dit, vous avez encore beaucoup de chemin à faire pour aller plus loin que Dieu. Donc voilà, c'est pour dire que les choses ne sont pas acquises, mais elles sont, comme on dit, d'ailleurs le mot vient de là, hein, orientées. Et nous, ce que nous cherchons, c'est effectivement l'Orient. Alors, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Je ne voudrais pas vous endormir. Je vais simplement peut-être terminer par deux ou trois choses. Vous avez entendu parler de... Donc tout ça, on pourrait en parler de tout ça. On pourrait en parler dans n'importe quel club. Quoi qu'il n'y a pas beaucoup de clubs où on parle à la fois de science, de religion, ou de foi plutôt, de foi, pas de religion, parce que la religion, ça reste et de philosophie, mais quand même, je veux dire, il y a un certain nombre de méthodes qui nous permettent de le faire. Et ces méthodes, je vais vous les lister, tout simplement. Après, vous ferez votre idée. Alors, la première chose, c'est le silence. Ce que vous êtes en train de démontrer. Le silence. Et l'écoute. Ceux qui rentrent en franc-maçonnerie, ils ont quelques mois, quelques années de silence. Vous savez, c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude. Hein. Les dîners en ville, c'est difficile de prendre la parole. Hein. Je ne vous parle pas sur les plateaux télé. Donc, nous apprenons le silence. Le silence, c'est l'écoute des autres. Et à travers l'écoute des autres, c'est aussi l'écoute de soi. La deuxième chose, quand on rompt le silence, c'est la prise de parole circulaire. Alors, c'est très surprenant lorsque les apprentis commencent à prendre la parole, pas forcément dans la cérémonie maçonnique elle-même, mais juste après, pendant le repas, des choses comme ça. Et ils ont envie de répondre. Ils ont envie de répondre, ils ne sont pas d'accord. Bon. Et ils ont beaucoup de mal à s'habituer au début à cette idée que, en fait, ce qui compte, c'est pas tellement la prise de position qu'on va développer. On ne va pas développer... moi, je suis d'accord avec Cyril. Non, mais moi, je vois plutôt les choses comme ça. J'écoutais tout à l'heure à la radio un type pas mal qui parlait de la propagande et contre-propagande.
Et il disait, voilà, et lui, c'était un prof qui se balade dans le monde entier, notamment en Chine et partout, etc. Il disait, vous savez, les Français, ils sont connus parce que ils adorent discuter, mais ils ont beaucoup de mal à décider, mais ils adorent discuter. Dès qu'ils entendent un point de vue, il faut qu'ils en expriment un autre. Et c'est un peu notre péché mignon. Et effectivement, peut-être on essaie de se décontaminer de ça en franc-maçonnerie, parce que lorsque nous parlons ensemble, nous ne cherchons pas à faire triompher un point de vue. Nous cherchons ensemble à créer une œuvre de discours entre nous. On a l'impression de contribuer à la chose qui s'est dite à plusieurs. Et ça, c'est très, très, très étonnant et en même temps très enrichissant. Je pense que c'est un des facteurs de pérennité de la franc-maçonnerie. Après, il y a les systèmes rituels. Alors, on a tous des rituels dans la vie, tous les jours, se brosser les dents, faire ceci, faire cela, etc. Non. Nous avons des rituels qui sont extrêmement décoiffants. Donc voilà, ils sont très décoiffants ces rituels, c'est-à-dire qu'ils vous sortent totalement de vos rituels habituels. Et le fait de les répéter, ça construit quelque chose que nous appelons l'espace sacré, qui est l'espace de la loge, qui est un espace-temps radicalement différent de celui dans lequel nous sommes plongés dans la vie quotidienne. Et cet espace-temps, eh bien, nous l'obtenons par la pratique des rituels. La pratique des rituels, vous savez, ça donne comme une espèce de pièce de théâtre dans laquelle il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des acteurs. Et tout le monde est spectateur et acteur. Et tout le monde s'enseigne mutuellement à travers les rôles qui sont définis dans le rituel. Alors ça, c'est le troisième point, le silence, la prise de parole circulaire, les rituels, l'étude des symboles, on en a parlé tout à l'heure. Je vais peut-être vous parler d'un exemple de symbole, pour que ce soit parlant pour ceux qui ne voient pas trop bien ce que c'est. Vous voyez, par exemple, vous avez tous entendu parler de l'équerre et du compas pour les francs-maçons. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, je vous laisse un peu de mystère. Mais je vais vous dire quand même. Lorsqu'on rentre en franc-maçonnerie, on est apprenti, et le symbole de la personne qui est chargée de votre chemin, de vous éclairer sur le chemin, qui s'appelle le deuxième surveillant, son symbole, c'est le fil à plomb. Et ça veut dire que peut-être, pour essayer d'être pleinement vous-même, de vous découvrir vous-même, il faut aller au plus profond de vous-même. Et c'est symbolisé par le symbole du fil à plomb. D'accord ? Ensuite, il y a également un symbole que vous voyez en arrivant, on ne vous l'explique pas, et je ne vous l'expliquerai pas. C'est le symbole qui est porté par le patron de la loge, le vénérable maître de la loge, c'est l'équerre. Voilà. Et puis il y a le bijou, qui est le symbole des compagnons, quand on n'est plus apprenti, avec le bijou du premier surveillant qui s'occupe des compagnons. Et ce symbole, on appelle le niveau, on oublie de dire c'est quoi? C'est un archipendule. C'est quoi un archipendule? C'est une équerre qui est comme ça, avec toujours le fil à plomb qui est là, et puis une règle. Et effectivement, si ça penche, on voit que le fil à plomb ne tombe pas au milieu de la règle. Mais quand même, vous comprenez que ce symbole, il est fait de plusieurs autres symboles. Et pour vous dire que nous ne sommes pas détenteurs des symboles, nous les francs-maçons. Par exemple, vous avez entendu parler aussi de ce fameux triangle rayonnant avec un œil au milieu. Ben, je vous suggère, si vous avez de temps en temps l'occasion d'aller à Paris, d'aller à Saint-Sulpice, vous le verrez partout. C'est un symbole catholique. Et l'archipendule dont je viens de vous parler, il était présent sur les tombes du cimetière d'Arles, 5e siècle. Donc, en fait, on n'est pas propriétaire des symboles. Par contre, je pense qu'on est peut-être parmi la société des hommes, la société des personnes qui
qui s'y intéresse peut-être le plus. Et donc je vous ai parlé de l'étude des symboles, des systèmes rituels, de la prise de parole circulaire, du silence et de l'écoute. Je vais vous parler également de quelque chose de très important, c'est le respect. Je dirais un respect habité. Parce qu'à partir du moment où vous imaginez que votre frère, la personne qui est en face de vous, avec laquelle vous échangez, c'est pas simplement un quidam, que des idées plus ou moins, des valeurs, mais c'est une personne humaine, une personne sacrée, qui a en elle, qui est habitée par l'étincelle du grand architecte. Donc ça, c'est ce qui explique peut-être le respect. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder quelqu'un de la même manière si on sait qu'il est habité par quelque chose de transcendant. Ensuite, il y a le dépassement. Nous travaillons à la gloire du grand architecte de l'univers. Ça veut dire qu'on ne travaille pas simplement pour se faire des idées malignes sur ceci ou sur cela, sur tel sujet de société. On travaille d'abord, avant d'avoir ces idées dans la vie profane, on travaille à essayer de se dépasser, pour se trouver. Et tout ça avec la méthode initiatique, qu'on peut résumer à deux mots. J'en ai parlé tout à l'heure, mais maintenant vous allez mieux peut-être percuter. C'est la méthode initiatique, elle est universelle, elle n'est pas non plus uniquement maçonnique. Toutes les méthodes initiatiques de par le monde, ça fonctionne sur le même mécanisme. C'est mourir à ce que on est ou on croit être, pour renaître à ce qu'on est vraiment. Voilà. Donc, j'ai pratiquement terminé. Je voudrais simplement finir par ce petit mot. Quelles sont les bonnes et mauvaises raisons de devenir franc-maçon? Alors, les mauvaises raisons, le voyeurisme, l'intérêt, le networking. Alors là, je vous rassure tout de suite, hein. Il vaut mieux avoir fait une bonne école, et la société des anciens élèves, j'en ai croisé, là, qui ont fait la même école que moi. Eh bien, la société des anciens élèves est plus efficace que la franc-maçonnerie. Ça ne veut pas dire, on se doit assistance mutuellement, mais c'est pas pour ça qu'il faut rentrer. C'est pas non plus un groupe, on ne rentre pas en maçonnerie pour professer des opinions politiques, ou des valeurs construites dans des courants progressistes ou ceci ou cela. C'est pas ça. Les bonnes raisons, c'est enrichir le sens de sa vie, je vous l'ai dit tout à l'heure un peu, c'est essayer de devenir pleinement soi-même. C'est également, on peut y rentrer pour rompre l'isolement, mais pas pour rompre l'isolement en disant je me sens tout seul, non, mais pour rompre l'isolement, parce que quand on pense tout seul, généralement, on pense moins bien qu'en participant à une pensée collective, à une pensée fraternelle. Et enfin, je pense qu'on peut devenir franc-maçon, c'est vrai, pour non pas aiguiser sa curiosité dans le sens du voyeurisme, mais aiguiser sa curiosité intellectuelle.